Viola rediff, my bad. Au final, on va faire du React. Je vais tag les gens, bougez pas. Euh... Ah, t'inquiète, ta vidéo, on la regarde juste après. On va regarder deux trois vidéos juste avant. On va regarder celle de Joker et celle de Squeezie. Un thread horreur et une vidéo chill. Hop, on React. Ah, la vidéo de Squeezie. Just. Voilà, discussion. Hop, on va regarder quelques petites vidéos ensemble. Donc on va y passer une ou deux heures. Et après on fera, je vais essayer de ne pas rire, je pense. Et d'ailleurs, bouge pas. Ah, on va le faire en vitesse. On va le faire. Hop, putain, j'aurais dû faire à 5. T'inquiète, t'inquiète, on va faire un peu de. Essayer de ne pas rire. Au pire, on le fera demain. Je sais que je le fais que de le pousser, mais là, je voulais vraiment un moment de chill. Hop. C'est normal si vous voyez pas ma tête. Hop. Parce que c'est tout le temps. Hop. Je vais vous mettre juste ici. Euh, vous voyez bien, ouais, vous voyez bien. Euh, le jeu, ça va être Opéra, donc. Le 13 juin 1983 près d'Anchorage, en Alaska. Le seul. Fermé. Le seul truc que je vais faire, c'est. Il est tard la nuit, le 13 juin 1983 près d'Anchorage, en Alaska. Ici, on est au bout du monde, dans un endroit froid. Voilà. Est-ce que c'est super? Est-ce que vous êtes ready, la team? Est-ce que vous êtes ready? Je pense que ça va partir. Allez, go! On regarde la vidéo Il et est après tard on la parlera. nuit, le 13 juin 1983 près d'Anchorage, en Alaska. Ici, on est au bout du monde, dans Alors, déjà, ce genre de vidéo, j'aime bien parce que c'est ça. Ça, là, ce que vous voyez à l'écran, j'adore l'animation. Genre, je trouve qu'il se gave. Enfin, je sais pas c'est qui il demande. Je pense que si on regarde dans le truc, c'est marqué, non? Bon, NordVPN. S'il vous plaît, plein. Ouais, Insta. Non, mais dis pas c'est qui. Hmm, dommage. un endroit froid, rude, mais où de plus en plus de gens Non, tentent de pas du tout, recommencer dis à pas la zéro leur fin. vie, tentent de se refaire. Ouvriers, trafiquants de drogue. Je vais baisser le son pour que ma voix est meilleure. Ouais, normalement, j'ai pas modifié parce que ça se trouve, on fait depuis tout à l'heure. Let's go! Allez, go. Proxénète, tout le monde se croise à Anchorage. Et tout le monde essaie de s'en sortir à sa manière. Cette nuit-là, un chauffeur routier rentre de son service. Il pleut légèrement et il croise pas grand monde sur la route. Tout le monde est Ce qui est dommage, c'est qu'au lieu de l'annoncer, il devrait, genre, faire comme avant, genre, annoncer le sujet. Parce que là, du coup, tu rentres direct dans le sujet, mais tu sais, tu sais pas de quoi ça parle. On sait pas, ça se trouve, ça va être un cambriolage de bagnole, ça va être des dealers, tu vois, on sait pas vraiment. Ça, c'est calfeutré dommage. chez soi, loin du froid ou du danger. Mais alors qu'il approche un grand terrain vague rempli de voitures à l'abandon, il aperçoit une silhouette. Elle est mal éclairée par ses phares. C'est compliqué de deviner à quoi elle ressemble. Peut-être une biche ou un autre animal qui rôde. Alors il plisse les yeux et réalise que c'est quelque chose de bien plus inquiétant. C'est une femme. Oh, Une femme qui court à toute vitesse et qui lui fait wesh, une femme avec des menottes, ok. Le mec, déjà,
Les gars, je trouve l'animation elle Fait est des grands masterclass. gestes. Je trouve ça Elle trop lève les bien bras le plus haut possible sans pour autant les séparer, comme si elle était attachée. Pris par la peur, le chauffeur accélère à nouveau. Il se demande s'il n'est pas juste en train de tomber dans un piège. Il veut juste rentrer chez lui après une longue journée de boulot. fait. Il y a une meuf, alors, je récapitule. Il y a une meuf avec des menottes. Elle va sur la route comme si elle demandait l'aide. Et le mec, la première réaction qu'il a eue, en vrai, c'est accéléré. Genre, le mec n'a pas essayé d'analyser. Il a vu la meuf et il s'est direct barré. Il a pas Pas eu se le temps retrouver d'analyser. dans un film d'horreur. Mais alors qu'il fait quelques mètres, la femme se met à pousser un hurlement. Un cri strident que seule une personne réellement en détresse pourrait pousser. Alors il finit par s'arrêter et ouvrir la portière côté passager. Il demande à la femme ce qui se passe et si elle va bien, et elle répond simplement « Il va me tuer ». Dans son rétroviseur, Oula. C'est... Ouh. On va... c'est là qu'il le voit apparaître. Un homme qui court à toute vitesse avec ce qui semblait une arme dans les mains. Le routier fait monter la femme et accélère pendant que l'homme continue de courir sur de longs mètres avant de rebrousser Oh, chemin. l'homme, il Le s'est camion va ciao, trop vite hein. pour lui, la femme est enfin sauvée. Pendant le trajet, elle n'en dira pas plus. Elle demandera Ah, ouais, mais après, c'est normal, elle est dans le deuil. Ok, pour le moment, en vrai, c'est cohérent. juste à être déposée à un motel le long de la route où elle pourra retrouver des amis. En réalité, elle cherche juste à alerter le proxénète qui veille normalement sur elle. Et même si le conducteur insiste pour la conduire au commissariat, la femme refuse et descend au premier motel. C'est donc seul que le chauffeur ira faire sa déposition pour raconter tout ce qu'il a vu lors de cette nuit qu'il marquera à tout jamais. Mais ce qu'il sait pas Ok. encore, c'est que l'homme qu'il a vu dans son rétroviseur est bien connu à Anchorage. C'est un homme apprécié de tous et en qui tout le monde a confiance, un homme qui s'appelle Robert Hansen. Tin, tin, tin. Ok, pour le moment, c'est simple et efficace. La meuf un peu chelou, par contre, je pense, du coup, il va y avoir un retournement de situation, non? Quoique, non, en vrai, je pense pas, ils vont reparler d'elle, du coup, on va voir le mec en silette, je sais plus quoi. Gérer mon entreprise est tout sauf un long fleuve tranquille. Et les gars, j'ai pas eu le cachet, donc vous avez pas le droit de me faire ça. Plus facile. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, je vous mets même plus à l'écran. Mais ouais, on va vite au react après. Je pense que je regarde cette vidéo et après, je réacte. Genre de react à ce raid d'horreur. Surtout du Ghost Crazy. Après, les gars, je sais que je vais skip NordVPN, donc moi, je vais le cacher, quoi. Bref. Juste avant de plonger dans ce Eh ouais. Squeezie, tu te sub, tu me lâches le cachet et j'accepte. Je fais ça pour toi. Moi, par contre, je crierai pas, les gars. Hein. Je suis pas ce genre de mec, je peux pas crier. Merde. Hansen est un homme marié, bien sous tout rapport, et qui a réussi dans cette ville où le crime prédomine. Il a d'ailleurs lancé sa propre boulangerie Batman! Ouh, Batman! et régale tous les habitants en quête de réconfort. Bref, personne ne le soupçonnerait de quoi que ce soit. Mais à la base, Robert, il vient pas Après, en général, les gars, genre, y a pas un truc comme quoi, par exemple, la police genre, trouve les gens juste parfaits, trop chelous, parce que, genre, quelqu'un qui est trop parfait, il a toujours un truc à se reprocher. Genre, j'ai toujours entendu ça sur les enquêtes policières et tout, donc je sais pas. d'ici. Et s'il est venu jusqu'en Alaska, c'est pour refaire sa vie après un passé compliqué. Il est né le 15 février 1939 dans l'Iowa, à des milliers de kilomètres de là. Son enfance a rien de tendre, son père, un immigrant danois, est extrêmement strict avec lui. Le moindre écart est sanctionné, parfois très violemment. Une simple Ouais, mauvaise normal. note à l'école peut donc se transformer en véritable calvaire pour Robert. Même le simple fait d'écrire de la main gauche dérange son père qui n'hésite pas à le gifler pour qu'il devienne droitier. Et quand il a pas la tête dans les cours, Robert est forcé Après, les gars, genre, on rigole, mais ce genre de choses, ça arrivait beaucoup à l'époque. Genre, être watché, c'était genre une erreur. Après, j'ai pas suivi c'était en quelle année, mais c'est triste quand même qu'on avait une époque comme ça. Franchement, de venir travailler à la boulangerie familiale. Et là aussi, son père est extrêmement strict. Il tolère pas la moindre erreur et répète régulièrement à son fils que c'est un bon à rien alors que Robert fait de son mieux. Et là où certains enfants voient l'école comme une bouffée d'air quand c'est la cata à la maison, c'est pas le cas pour Robert. Il est petit, maigre, il bégaye un peu et les autres en profitent pour faire de lui la risée de l'école. Partout où il est, Robert se sent mal et exclu. Et évidemment, ça s'arrange pas quand il passe au lycée en 1954. Il a des gros ah oui, 1954. Oh oui, on voit d'accord. Plein de guerre froide et tout. Ok, là, c'est vraiment problème le bordel d'acné, pour ce eux. qui empire son harcèlement, et il a beau rêver d'avoir ses toutes premières amourettes comme tous les garçons de son âge, il n'en sera rien puisque toutes les filles qui lui plaisent se moquent de lui. Robert rêvait juste d'être un ado comme les autres, d'avoir simplement un groupe d'amis, mais au lieu de ça, il aura juste cette frustration en lui qui s'arrêtera jamais de grandir, jusqu'à ce qu'il finisse même par avoir des idées très sombres. Robert fait de plus en plus de rêves où il se met à faire du mal à tous ceux qu'il rejette. Déjà à tous ses camarades, mais surtout aux filles. Plus il avance dans son adolescence et dans ses années lycée, et plus ses rêves se multiplient. Sa seule bouffée d'air frais, c'est quand il a un peu de temps libre et qu'il part en pleine nature. Il y passe des heures, souvent seul, en pleine forêt, et Normal, les gars, quand vous vous sentez mal, allez dehors. Prenez un coup d'air ou restez dans votre coin. Franchement,
Je vous jure, ça fait loin des du bien. moqueries. Alors il se met peu à peu à explorer des hobbies qui lui permettent de passer encore plus de temps ici. Il va s'initier notamment au tir à l'arc, à la pêche et à la chasse. Et quand il réussit un tir précis avec son arc, il n'est pas particulièrement fier de sa performance. Il saute pas sur place pour dire qu'il est le meilleur, qu'il est trop fort, non. Il est juste étonné de voir qu'un tir si puissant sur une cible ne fait quasiment aucun bruit. À sa sortie du lycée, Robert découvre Oula, vous avez reconnu cette phrase? Je sens le défaut, enfin je sens que ça va être le bordel. Haha. Ouais, le mec, c'est normal, il a toujours été dévalorisé, donc c'est normal qu'il ait pas fier de ce qu'il a fait. que son nom est mal orthographié sur sa photo de fin d'année. C'est anodin, mais pour lui, c'est encore le signe que rien ni personne ne lui porte attention. Lui que tout le monde rejette, même son nom est bafoué. En 1957, il a 18 ans et il prend une décision drastique, rejoindre l'armée pour fuir cette vie qu'il déteste. Oh, Et c'est une punaise. excellente idée puisque ça va lui réussir. Il passe tous les tests de sélection, il devient réserviste pendant plus d'1 an, puis il devient instructeur des nouvelles recrues. En parallèle, il s'inscrit en tant que pompier volontaire dans sa ville et il fait la rencontre de celle qui deviendra sa femme, Phoebe Paget. Bref, sa vie semble avoir fait un véritable 180. Lui qui était rejeté de tout le monde, le voilà instructeur dans l'armée, marié Putain, le mec, il a fait un sacré changement. De rien, il est devenu quelqu'un. et bien Bah, intégré dans sa communauté. L'histoire Bon. aurait pu s'arrêter là, mais elle fait que commencer, puisque malgré tout ça, au fond de lui, Robert sent une haine continuer à grandir. Toute cette frustration et injustice qu'il a accumulée durant son enfance continue de le hanter. Et comme pour défier l'autorité, il développe une obsession de faire le mal sans jamais se faire attraper. Par exemple, il s'amuse à mettre le feu à quelques endroits dans la région, et il y a des rumeurs qui disent qu'il aurait même volé de la dynamite pour faire exploser un tracteur. Et à ce moment-là, son plaisir à chaque fois, c'est pas vraiment de faire le mal, c'est juste de voir qu'il s'en sort sans conséquence. Ouais, le mec, il veut de la dopamine, quoi. Il veut jouer avec le risque. Vous sentez que ça va lui Et tout ça rattraper? là, ça va marquer le début d'une longue descente aux enfers. Quelques mois plus tard, en 1960, Bah ouais, les gars, il a réussi une fois, pourquoi pas deux, pourquoi pas trois, puis quatre, puis cinq, et après il va enchaîner. Hein. il décide de passer à l'étape supérieure. Il veut mettre le feu au dépôt de bus scolaire de son ancien lycée, histoire de se venger de tout ce qu'il a subi là-bas pendant ces nombreuses années. Il arrive à convaincre un complice, un apprenti boulanger qui bosse dans la boulangerie de son père, et le 7 décembre à la tombée de la nuit, ils foncent tous les deux vers l'école. Il déverse un bidon d'essence entre chaque bus, Anecdote, j'ai un pote qui a fait ça aussi quand j'étais au collège. Mais je te jure, les gens qui font ça, genre, c'est des trous du cul. Vous pouvez faire des blagues ou quoi, mais il y a des limites, genre ça. et ils allument le feu. En un claquement de doigts, tout le dépôt s'embrase. La station de pompiers où il est volontaire vient de l'appeler et il doit à tout prix venir éteindre un incendie qui s'est déclaré. Oui, Robert est en route vers son propre crime pour éteindre les flammes qu'il a lui-même allumées. Au total, 7 bus seront complètement décimés et un chauffeur qui prenait sa pause dans le coin sera blessé en essayant de sauver ce qu'il pouvait. Cet incendie volontaire, c'est un choc dans la ville. Les habitants comprennent pas qui a pu être capable d'un truc aussi stupide et qui pénalise tous les enfants du quartier. Et face à la pression, le complice de Robert finit par tout avouer et au passage le dénonce. La police finit donc par Est-ce que je dois dire quelque chose? Sérieux, mais genre, il est trop con. Après, c'est avec la pression. T'as peur, tu veux pas te faire niquer. arrêter Robert que personne ne soupçonnait. Lui qui était si bien intégré et qui avait même participé à l'extinction de l'incendie, comment a-t-il pu en arriver là? Le choc est tel que la justice se montre dure et le condamne à 3 ans de prison ferme. Robert est donc de nouveau seul et cette fois entre 4 murs. Mais ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, Moi, ce qui me dégoûte, c'est que le mec a pris 3 ans de prison pour avoir brûlé des bus et accidentellement failli cramer un mec. Par contre, les mecs qui font des vies ou et autres choses graves, ils se prennent aucun truc. Franchement, c'était une autre époque après, mais bon, je sais pas. Justice est justice. ça c'est pas l'acte en lui-même, c'est la raison que Robert donnera à l'un de ses codétenus. Il lui explique qu'il a pas fait ça pour venger qui que ce soit, même pas lui-même. S'il a mis le feu à tous ses véhicules, c'est encore une fois pour voir s'il pouvait y arriver sans se faire prendre. Pendant son séjour en prison, Robert est exemplaire et il ressort de là seulement 20 mois après son incarcération. Il se fait désormais tout petit, il retourne bosser auprès de son père et il suit des formations de pâtissier quand il a un peu de temps libre. Il fait également la rencontre d'une nouvelle femme, Darla, avec qui il se marie une nouvelle fois très rapidement. Comme il refuse qu'elle subisse sa réputation ici, qui est très mauvaise depuis l'incendie criminel, il lui propose de partir vivre ensemble le plus loin possible de l'Iowa. Et quoi de mieux pour ça que d'aller à Anchorage, en Alaska. Oh, Anchorage, sent tellement la merde. Vu que ça a l'air d'être une lutte perdue. c'est un peu le Far West version neige. À cette époque, les États-Unis font construire un énorme pipeline dans la région et ça attire beaucoup d'argent et surtout d'ouvriers très bien payés puisque les conditions de travail y sont particulièrement rudes. Et comme on est un peu Vous sentez que le mec va faire tout cramer? Je sais pas, je le sens tellement gros comme une maison. loin de tout, faut bien motiver les gens à venir jusqu'ici. Tous ces ouvriers loin de chez eux ont donc pas mal d'argent à dépenser et surtout ils ont besoin de décompresser. La ville attire donc pas mal de criminels, de trafiquants de drogue et de proxénètes qui profitent de la situation.
C'est donc dans ce contexte que Robert et Darla débarquent ici, à des milliers de kilomètres de l'Iowa et de la réputation de Robert. Ici, il peut tout recommencer à nouveau et espérer une vie un peu plus tranquille. En arrivant, ils achètent ensemble une petite maison et Robert lance sa propre boulangerie qui va avoir un très grand succès. Dans la foulée, le couple va aussi accueillir 2 enfants dans leur vie. Bref, ce nouveau départ semble être une belle réussite et tout semble aller pour le mieux, d'autant plus que Robert a pu renouer avec sa passion ultime, la chasse. Il part régulièrement seul dans la nature, loin de la civilisation, et ça donne à ce qu'il aime le plus. La chasse. La chasse. Et là, on va arriver dans le Plus moment. en monde. Et Robert a un sacré niveau au point où il pulvérise plusieurs records du monde de tir à l'arc. C'est lui qui a le record du plus gros bouc abattu à coups de flèche, du second plus gros caribou aussi abattu à coups de flèche. Bref, c'est un chasseur né et il passe tout son temps libre à aller tuer des proies. Mais malgré cette nouvelle vie, les démons de Robert vont encore une fois très vite le rattraper. Vous m'avez pas donné d'argent, donc vous passerez pas. Même si on vous voit, mais je vous entendrai pas. Les gars, je sens tellement que ce Robert va faire de la merde. Bah, dans tout cas, s'il est là, c'est que c'est logique. Mais je sais pas. Chasseur, né. Voilà quoi. 11, il se met à suivre une femme dans la rue, une secrétaire qui lui a tapé dans l'œil. Plutôt que Par d'entamer un là. dialogue, Robert décide de la suivre discrètement jusqu'à chez elle. En la voyant rentrer, il décide de sonner. Pire chose à faire. Ne suivez pas les champs que vous ne connaissez pas. Accostez-les si vous voulez. Je préfère personne me faire accoster que de me faire poursuivre jusqu'à mon domicile. Chez elle et de lui demander s'il peut passer un coup de fil avec son téléphone fixe. La femme accepte, Robert rentre et fait semblant de passer un appel devant elle avant de lui demander si elle veut bien dîner avec lui ce soir. Choquée, la secrétaire lui dit de dégager et de plus jamais revenir ici. Sauf qu'une semaine plus tard, Robert revient encore une fois chez elle. Cette fois, il campe devant sa porte et il attend qu'elle sorte pour aller au travail. Et alors qu'elle franchit la porte, Robert surgit, braque un revolver contre sa tempe et lui ordonne de ne surtout pas crier. Il avait pas dit qu'il l'a trouvée jolie? Ou c'est moi qui a mal compris? Il lui dit qu'au moindre écart, il n'hésitera surtout pas à lui éclater la cervelle. Mais prise de panique, la femme hurle instinctivement avant de prendre la fuite, et Robert, qui s'attendait pas du tout à ça, s'échappe à son tour. Quelques minutes plus tard, des sirènes de police retentissent, alertées par des voisins qui ont vu toute la scène. Robert est interpellé quelques rues plus loin, pendant que d'autres officiers prennent la déposition de sa victime. Lui qui avait réussi sa nouvelle vie vient d'à nouveau tout détruire. Il repasse donc devant un juge en 1972, cette fois pour agression et tentative d'enlèvement avec une arme à feu, et il est condamné à 5 ans de prison ferme. D'ailleurs, le docteur qui est affecté sur le dossier se contentera de dire que Robert est un homme extrêmement dangereux, incapable de contrôler ses émotions et que tout ça ressurgira à nouveau tôt ou tard. Et même si la cour ordonne qu'il suive un traitement au lithium pour calmer ses symptômes, le docteur est formel, ça supprimera certes les symptômes, mais ça ne les guérira jamais. Robert retourne donc derrière les barreaux, reçoit son traitement au lithium, mais là encore, comme il joue au prisonnier modèle, il a une Le lithium, c'est cancérigène, si je dis pas de bêtises. Donc bon, après, à cette époque, c'était pas pareil. remise de peine qui lui permet de sortir à la fin de l'année 1973 seulement. Cette fois, à peine en liberté, il arrête son traitement et réalise qu'il a encore une fois réussi à s'en tirer. Et c'est là que Robert va basculer dans quelque chose de bien plus sombre et continuer sa longue descente aux enfers. On sait qu'à cette période, il se met à fréquenter des prostituées. Il leur propose généralement beaucoup d'argent avant de sécuriser un rendez-vous et surtout, il fait tout pour les mettre en confiance. Parce que si Robert a l'air d'un gars normal qui attire pas spécialement la méfiance, en tête, il a des plans bien macabres. À chaque rencontre, il s'invente une nouvelle identité. Parfois, il s'imagine docteur, avocat, photographe et Ouah, le mec c'est chaud, genre il va pas se remettre en question. Oh là là. tente même de se déguiser avec une fausse moustache ou des vêtements prévus pour l'occasion. Il fait ça déjà pour brouiller les pistes et surtout pour pas se faire repérer par des proches. Quand une prostituée finit par être en confiance, elle accepte de le suivre dans sa voiture et de là, il l'emmène à l'écart, loin de la ville. Perdu au milieu de nulle part, il sort une arme, la force à coucher avec lui, puis à obéir à tous ses ordres. En fait, il sait pertinemment qu'elles vivent dans un milieu criminel et que donc elles n'oseront pas parler à la police. Alors certaines, dans la terreur, tentent de se débattre ou de fuir, mais Robert refuse qu'on lui désobéisse. Et malheureusement, c'est exactement ce qui va se passer avec Annie. Comme toutes les autres avant elle, il lui propose un rendez-vous avant de l'emmener en pleine nature. Là-bas, Robert sort une arme et lui demande de rester tranquille. Sauf qu'elle pousse un cri avant de prendre immédiatement la fuite. Robert réussit à la rattraper, l'attrape par les cheveux et la plaque au sol. Dans la panique, Annie sort un petit couteau qu'elle gardait toujours au fond de son sac et tente de frapper son agresseur. Mais il réussit à la maîtriser et récupère le couteau. Annie l'implore de ne pas lui faire de mal, mais c'est trop tard, le monstre a déjà pris sa décision. Et malgré les cris de détresse, Robert poignarde la jeune fille à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle n'émette plus le moindre son. Presque instinctivement, Robert récupère sur elle son collier, ainsi que les quelques centaines de dollars qu'il lui avait donnés quelques heures plus tôt. Il fait exactement comme il l'aurait fait en chassant un animal, il récupère un trophée. Puis il finit par enterrer le corps d'Annie avant de retourner en ville comme si rien ne s'était passé. Robert commet l'impardonnable, et suite à ce premier féminicide, il va plonger encore plus dans l'horreur. Être un simple meurtrier, ça lui suffit pas. Ce qu'il veut, c'est ressentir ce qui l'excite le plus quand il chasse. Il veut traquer ses proies, s'amuser avec elles et ressentir leur peur. Alors il se met à emprunter Oh, waouh. Ça, l'homme, c'est chaud.
Et dire qu'il y a des mecs aujourd'hui qui sont comme ça. J'espère que genre j'arriverai pas comme ça un jour. Parce que franchement ça fait peur. Régulièrement des avions, parfois sous un faux nom. Ça lui permet d'explorer des régions de plus en plus éloignées, mais surtout d'emmener ses victimes sur son terrain de chasse favori, le long de la rivière Knik, un lieu éloigné de tout, mais qu'il connaît comme sa poche. Il continue de piéger des prostituées en ville, mais cette fois, il leur demande pas de monter dans sa voiture, mais dans son avion de tourisme. Il leur fait croire à chaque fois qu'il possède un petit chalet dans le nord et qu'il les ramènera après en ville. Et avec sa tête d'homme passe-partout et son discours rassurant, beaucoup acceptent sans se poser de questions. Et c'est souvent en plein vol que Robert sort une arme avant de leur faire comprendre qu'elles sont désormais sous ses ordres. Et c'est quand elles atterrissent au milieu de cette vaste plaine abandonnée, parfois gelée, que ses victimes se rendent compte qu'elles sont prises au piège. Certaines se mettent à hurler et à se battre avec lui, d'autres s'enfuient instinctivement sans même se retourner. Et c'est exactement ça que Robert recherche. Il les laisse courir un peu avant de s'amuser avec elles. Il prend plaisir à les terrifier et à les voir tout tenter pour essayer de s'échapper. What the fuck, les détraqués, sérieux. Parfois, il les rattrape à pied, les tacle, puis les laisse s'échapper à nouveau. Et quand il en a assez, il sort son arme puis les abat froidement avant de les enterrer sur place. Dans cet endroit, reculé de tout, Robert sait qu'il risque rien. Il connaît le moindre recoin de ses plaines, c'est son domaine et il se sent en pleine puissance. Il sait que personne ne viendra l'arrêter. Lui qui s'est toujours senti mis à l'écart de la société, moqué et humilié, il a enfin l'impression d'être dans le contrôle ultime et de pouvoir prendre sa revanche. Et c'est pas qu'un simple mode opératoire pour lui, c'est une sorte de rituel macabre où il déshumanise complètement ses victimes. En face de lui, c'est plus des femmes. Booking.com propose une multi. Et c'est chaud quand même. Genre, il y a vraiment trop détraqués, sérieux. Genre, il y a vraiment des gens qui trouvent ça normal. Les gars, s'il vous plaît, si vous sentez que vous avez fait une connerie, allez voir un psy ou quelqu'un. Devenez pas comme ce genre de mec, s'il vous plaît. Pour votre bien, pour le bien de votre famille, pour le bien de tout le monde, s'il vous plaît. Genre, c'est chaud. La vidéo, en vrai, elle est bien. Peu pareil que d'habitude, je trouve. Manière qui récupère des trophées à la chasse, des cornes ou des peaux, il fait pareil ici avec des bijoux, des papiers d'identité ou des vêtements. C'est une façon pour lui de se rappeler de ce qu'il a fait et d'emporter avec lui une partie de leur vie. Et malheureusement pour ses victimes, peu importe le scénario, elles ont presque aucune chance de s'en sortir à partir du moment où elles ont mis les pieds dans cet avion. Et même si certaines réussissent à lui échapper, elles finissent toujours par mourir d'épuisement ou de froid, tellement la région est rude et impardonnable. Et plus les années passent, plus le nombre de femmes qui disparaissent dans la région augmente. En 1973, c'est une adolescente de 17 ans, Megan Emmerich, qui aurait fait la rencontre de Robert. Il l'aurait rencontré dans un club, lui aurait proposé de l'argent, puis l'aurait abattu loin de la ville. En 1975, c'est une certaine Mary Thiel qui est portée disparue. Des amis à elle ont sonné l'alerte, mais l'enquête n'a rien donné. Il y a malheureusement énormément de crimes à gérer et aucun des officiers en poste ne fait passer la disparition de prostituées en priorité sur le reste. Et même les rares cas où ces victimes s'en sortent vivantes, Robert sait qu'il risque rien. En 1975, Patty Roberts réussit à s'enfuir de ses griffes. Elle avertit la police, identifie formellement Robert, et pourtant l'affaire n'ira pas plus loin. Les policiers sont allés jusqu'à interroger Robert, sauf qu'il a juste tout nié en bloc, et que malheureusement sa parole vaut bien plus que celle d'une prostituée. C'est évidemment Mais les gars, en sachant que le mec a déjà des problèmes avec la justice, genre, à l'époque, c'était pas genre interchangeable. C'était peut-être pas la même région, du coup, c'est peut-être pas pareil, mais genre, quand même. Enfin, je sais pas. terrible et injuste, mais à cette époque, c'est pourtant bien la réalité. En plus de l'interroger, la police va même enquêter sur Robert. Alors pas pour un meurtre ou un enlèvement, mais pour une raison bien plus étonnante. Robert va se faire coincer à la sortie d'un magasin de bricolage après avoir volé une tronçonneuse. Et devant les policiers, il va s'excuser et leur dire juste qu'il n'a pas pu se retenir. Comme une pulsion en lui, d'après ses propres aveux. Et pour ce simple vol, comme il est récidiviste, Robert écopera d'une lourde peine de prison puisqu'il va prendre 5 ans ferme. Mais comme d'habitude, en prison, Un vol de tronçonneuse alors que le mec a pris 2 ans pour... Le mec vient de prendre 3 ans ferme parce qu'il a volé une tronçonneuse. Alors que la dernière fois, il avait pris 2 ans juste parce qu'il avait brûlé 7 puces et failli cramer un mec. Mais genre, non, les policiers, les gars, il faut se faire foutre. Genre, la justice, qu'est-ce que vous faites là? il est exemplaire et ressortira seulement 16 mois plus tard. Là encore, la cour conseille fortement à Robert de suivre un programme psychiatrique ainsi qu'un traitement, sauf que personne ne peut le forcer à le faire ni le surveiller. Le voilà donc à nouveau relâché dans la nature sans aucune supervision. Et c'est ça qui est terrible dans cette histoire, c'est que ça fait 2 fois que Robert finit en prison, mais qui ressort beaucoup plus tôt que prévu et qui peut de nouveau commettre des atrocités. Et cette fois, c'est quelques semaines seulement après sa remise en liberté qu'il va faire ce qu'il a toujours fait, rencontrer des prostituées avant de les traquer à mort.
En octobre 1979, Christine Hayes monte dans sa voiture. Elle s'étonne de le voir conduire si loin de la ville, mais elle se rassure en se disant que ce type n'a pas l'air si dangereux que ça. Mais Robert finit par sortir une arme, la pointe sur sa tempe, puis la force à se déshabiller. Il lui dit de mettre tous ses vêtements dans le coffre, puis attache ses mains et ses pieds avec une corde. Mais dans un élan de survie, Christine arrive à retirer tous ses liens. Puis elle ouvre rapidement sa fenêtre avant de se jeter sur la route. Elle s'écrase contre le bitume, mais elle reprend vite ses esprits puis court à toute vitesse vers une maison qu'elle aperçoit au loin. Elle réussit à s'y réfugier, mais Robert sait qu'il risque rien. Il sait pertinemment que sa victime ne parlera pas à la police et qu'il n'y aura aucune suite. Et en effet, Christine n'ira pas se présenter au commissariat. Tout ça lui permet de reconstruire le masque qu'il adopte en société. Celui d'un homme investi dans sa communauté, qui va régulièrement à l'église et qui est ami avec tout le monde. Il continue de briller dans des concours. Un sacré fils de pute, hein, sérieux. Oh, what the De fuck. chasse, les gens adorent sa boulangerie, bref, Robert est un homme qui semble accompli. Et pire encore, il est même félicité par beaucoup de gens pour avoir réussi à se repentir après ses accrocs avec la justice. Personne ne se doute du monstre qu'il est et lui n'a qu'une obsession. Bougez pas. On va reprendre dans 30 secondes. Bougez pas. J'arrive. My bad, il y avait mon chat. Du coup, on va reprendre le stream. Obsession en tête, se remettre en quête d'une nouvelle victime. En 1980, Robert croise la route de Joanne Messina, une femme qu'il rencontre dans un bar et qu'il apprécie. Il lui offre un verre, flirte avec elle et s'amuse avec son chien. En réalité, Joanne est à la rue, n'a pas le moindre dollar et galère à survivre. Alors elle se permet de lui demander un peu d'argent pour continuer la soirée et pouvoir passer un peu de bon temps ensemble. Soudainement, il voit Joanne non plus comme une humaine, mais comme une proie. Alors il lui fait croire qu'il joue le jeu, il l'emmène dans son pick-up et puis il se met à l'insulter. Il lui répète sans cesse qu'elle aurait jamais dû lui demander d'argent et Joanne, terrifiée, tente de partir. Mais Robert sort une arme, puis l'abat froidement d'une balle. Il tue également le chien de Joanne par peur qu'il amène qui que ce soit à la tombe qu'il s'apprête à creuser, loin de la ville. Top les pubs, The Bee, genre c'est trop chiant. Ouais, y a pas mentionné. Chaud ça. Chaud les gars, genre. Pourquoi il veut absolument tuer des femmes et pourquoi il y retourne à chaque fois. Il hésite à se confesser à son église, à
Il s'est enfin remis en question. chercher un médecin Autant de temps. What the fuck. pour l'aider ou à en parler à sa femme, mais il sait que ça sonnerait la fin de sa liberté et il refuse que qui que ce soit découvre tout ça. Pourtant, la lumière risque enfin d'être faite à son sujet. Parce qu'en 1980, la police commence à découvrir certains des corps qu'il a enterrés, notamment celui d'Annie, l'une de ses premières victimes. Le corps est dans un tel état de décomposition que la police n'arrive pas à l'identifier. Ils mettent au point ce portrait robot et retrouvent quelques-uns de ses effets personnels dans cette tombe de fortune. Malheureusement, rien à ce stade ne permet encore de les mettre sur la trace de son meurtrier. Et puis un peu plus tard, c'est des chasseurs de la région qui vont tomber sur deux corps. L'un est lacéré de coups de couteau et l'autre est à moitié nu, sans blessure apparente mais complètement gelé. Pour les enquêteurs, pas de doute, il s'agit d'une victime qui a tenté de fuir mais qui est morte à cause de la météo. Face à ces nombreuses découvertes, la police commence enfin à ouvrir tous les dossiers de disparition qui s'empilaient. Ils Eh ben putain, enfin. découvre que parmi les femmes qui disparaissent régulièrement, beaucoup travaillaient dans des strip clubs ou sont des prostituées à Anchorage. En parallèle, la police mène des recherches de grande envergure dans toute la région pour retrouver d'autres corps, et ils en retrouvent plusieurs qui ont toutes la même caractéristique. Ils sont souvent criblés de balles et toujours avec des cartouches de 223. La police arrive donc à connecter tous ces meurtres, ce qui veut dire qu'il y a donc bien un tueur en série qui rôde dans la région. Un tueur capable d'emmener ses victimes loin de tout, puis de les traquer à mort. Pour autant, Robert, de son côté, est toujours pas inquiété et continue encore et toujours de piéger des femmes. En 1981, Sherry Moreau accepte de monter dans sa voiture. Il compte l'emmener jusqu'à l'aérodrome, puis le long de la rivière Knik, le fameux terrain qu'il connaît par cœur, mais sa voiture s'embourbe en route et il est obligé de s'arrêter. Il s'apprête à descendre pour vérifier l'état de ses roues, mais Sherry l'attaque par surprise. Elle lui griffe le visage, elle tente de lui percer les yeux. Un véritable combat à mort s'engage. Sherry sait qu'elle aura pas la force de lutter longtemps contre Robert, donc elle finit par prendre la fuite. Mais Robert réussit à la plaquer au sol avant de l'abattre froidement d'une balle dans la tête. Et comme toutes les autres avant elle, il l'enterre dans une tombe de fortune avant de récupérer un bijou sur son corps et tout son argent. Le 13 juin Putain, c'est chaud. 1983, alors que sa femme et ses enfants partent en vacances en Arkansas, Robert se met en quête de trouver une nouvelle victime. En réalité, à chaque absence de sa famille, il en profite pour assouvir ses terribles pulsions. Il sort dans l'un des clubs de la ville et il fait la rencontre d'une certaine Kitty. Et contrairement à d'autres femmes, il décide de l'inviter directement chez lui. Une maison banale de l'extérieur, mais qui laisse apercevoir un véritable repère de chasseurs inquiétant dès qu'on en pousse la porte d'entrée. Robert lui demande de coucher avec elle sur une peau d'ours qu'il a lui-même abattue, et même si Kitty a peur, elle accepte. Mais Robert tente de la menotter, ce qu'elle refuse catégoriquement, alors il s'énerve, sort une arme et lui fait comprendre qu'elle a désormais plus le choix. Kitty l'implore de la laisser partir, mais Robert lui ordonne de ne plus bouger. Il sort une grande chaîne d'un coffre, la passe autour du cou de Kitty, et l'attache à un poteau de sa maison. Après avoir abusé d'elle toute une partie de la nuit, il s'assoupit dans son canapé. Il lui dit de s'occuper en regardant la télé et que d'ici 1 heure, ils partiront. Kitty, qui est incapable de bouger, en profite pour regarder tout autour d'elle s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait l'aider. Mais tout ce qu'elle voit, c'est des trophées de chasse suspendus à tous les murs, des vêtements de femmes soigneusement rangés dans une armoire et des jouets pour enfants qui jonchent le sol de la maison. Kitty réalise que ce monstre qui est en train de la torturer a une famille et qu'il n'hésite pas à torturer ses victimes ici même, au milieu de la maison familiale. Robert finit par se réveiller et il lui dit qu'il est l'heure de prendre l'avion pour rejoindre son chalet dans le nord. Il lui dit qu'ils auront un autre rapport sexuel là-bas et puis qu'il la libérera. Kitty est terrifiée mais elle ose pas tenter quoi que ce soit. Elle se contente de le suivre dans sa voiture avant de voir défiler la ville à travers la fenêtre en se disant que c'est sûrement la dernière fois qu'elle voit Anchorage. Mais en approchant de l'aérodrome, elle réalise qu'elle sortira pas vivante de cet avion. Que si elle monte, elle est condamnée. Alors au moment où Robert ouvre la portière, elle le pousse violemment, puis elle prend la fuite en direction de la ville. Elle tente d'abord de se cacher derrière des voitures stockées dans un terrain vague, mais elle aperçoit Robert, arme en main et le regard rempli de haine. Si elle reste cachée ici, elle sait qu'il finira par la trouver et que tout s'arrêtera. Alors elle fonce en direction de la route, dans l'espoir de croiser une voiture qui roulerait à cette heure-là. Et par miracle, elle aperçoit des phares au loin, ceux d'un camion qui se dirige droit vers elle. Waouh. Heureusement, la proba du mec. Kitty hurle, il arrive à sa hauteur, mais il reprend de la vitesse sans s'arrêter. Kitty hurle à nouveau, implore le chauffeur de la laisser monter, et par miracle, le camion s'arrête. La porte côté passager s'ouvre, Kitty est sauvée. Philips Lattego, pour des cafés préparés à partir de grains fraîchement moulus avec une mousse de lait onctueuse. De son côté, Robert retourne immédiatement chez lui pour cacher toutes les preuves. Les chaînes, les menottes, les armes qu'il avait sur lui, il planque tout avec soin dans des caches qu'il a aménagées spécialement pour ça dans son grenier. Et ses relations en ville vont énormément l'aider puisqu'il va appeler un fidèle ami à lui et lui demander de le couvrir. S'il est interrogé, il doit juste répondre que Robert était avec lui de 17h à 23h ce jour-là pour réparer un siège d'avion. Il lui explique pas pourquoi ni qui lui demandera ça, mais il lui fait promettre qu'il tiendra cette version quoi qu'il arrive. Et puis il fonce chez un autre ami, John Henning, avec qui il passe le reste de la soirée. Et avant de partir, il implore John de le couvrir, juste au cas où quelqu'un viendrait lui poser des questions. Il lui demande juste de dire qu'ils étaient ensemble à partir de 23h, en réalité au moment même où il détenait Kitty chez lui.
Kitty de son côté dans un premier temps refuse d'aller porter plainte. Mais tout change quand elle avoue tout à son proxénète et qui lui répond par une gifle en plus de lui dire qu'elle s'attire trop de problèmes. C'en est trop pour Kitty qui, en pleurs, décide d'aller au commissariat. Elle raconte toute l'histoire et surtout elle décrit avec grande précision son agresseur. La police Waouh, putain, sa seule meuf qui a osé. Hein. Parce que du coup, il y a déjà un évadé. Oh, c'est chaud ce genre peut d'histoire. donc lui présenter plusieurs photos de personnes ressemblant à cette description, et dans le lot se trouve celle de Robert quand il s'est fait arrêter pour vol. Et alors que tous ces gens sur les photos se ressemblent, Kitty n'hésite pas un seul instant et pointe la photo de Robert. C'est la première fois en plusieurs années que la police se penche enfin réellement sur le cas de Robert, lui qui a réussi à chaque fois à passer à travers les mailles du filet. Il finit donc par rentrer à son domicile, les policiers l'arrêtent et il panique pas. Et quand on lui explique ce dont il est accusé, il se contente juste de dire que tout est faux. Et que de toute façon, il a un alibi puisqu'il a passé la soirée chez un ami avant d'aller chez un autre ami et qui pourront tous les deux témoigner. Pour montrer patte blanche, il propose même aux policiers de visiter sa maison alors qu'ils n'ont pas de mandat et de fouiller tous ses véhicules. En apparence, Robert n'a rien à cacher. En poussant la porte de chez lui, les policiers découvrent son antre absolument bizarre. Ils y voient tous ses trophées de chasse ainsi que tout un tas de stocks d'armes à feu qu'il utilise pour chasser, mais rien de tout ça n'est illégal. Alors ils peuvent pas tout fouiller dans le détail, ils ont pas de mandat, mais pendant cette simple visite, ils manquent de tomber sur l'une des chaînes qu'a utilisé Robert pour attacher Kitty et dont elle a parlé pendant son audition. Et pire encore, il va commencer à essayer de blaguer avec les policiers en leur disant que de toute façon, il est impossible de violer une prostituée. Malgré tout ça, les enquêteurs n'ont aucune preuve tangible et les deux amis de Robert, qui sont deux personnes très bien placées à Anchorage, confirment sa version des faits. Et les policiers ont beau fouiller toute Oh, des fils de chien, genre. sa vie, ils découvrent que des éléments qui le protègent. Robert est apprécié de toute la communauté, il a une femme, des enfants et il semble en règle avec tout. Et surtout, il a aucune mention dans son casier judiciaire. Oui, ça vous fait sûrement tiquer, comment ça, pas de casier judiciaire? En réalité, c'est pas qu'il a pas de casier judiciaire, c'est que tout le système informatique de la police d'Anchorage est en cours de rénovation. Certains dossiers sont carrément inaccessibles et plus rien n'est proprement référencé. Il y a donc plein de bugs et certaines personnes, certains dossiers passent entre les mailles du filet. Malheureusement, le casier de Robert fait partie de ces erreurs. En plus de ça, aucun des policiers encore en poste ne se rappelle de l'agression qu'il a commise en 1972 et encore moins du simple vol d'une tronçonneuse en 1977. À ce moment, c'est donc sa parole contre celle de Kitty et vu qu'elle refuse de soumettre un détecteur de mensonges et que Robert a tous les bons arguments pour s'innocenter, et ben les policiers choisissent leur camp. Pareil pour le procureur chargé de l'affaire qui estime qu'il n'y a pas assez de preuves pour engager des poursuites. L'enquête est donc mise de côté, prête à prendre la poussière. Mais ça, c'est sans compter sur Sergent Floss. Lui, c'est simple, il sent que Le GOAT. J'ai rien à dire. C'est le GOAT. cette femme dit vrai et que Robert en réalité cache un passé sombre. Pour lui, si elle a réussi à l'identifier aussi vite et parmi tant d'autres photos, ça peut pas être un hasard. Alors si le procureur veut davantage de preuves, Floss les trouvera. D'abord, il va se mettre à chercher en ville le moindre dossier sur Robert. Si la police a rien, peut-être que d'autres registres donneront des indices. Kitty a mentionné que son ravisseur parlait d'un chalet ou d'une cabane dans le nord. Mais Floss a beau chercher, le nom de Robert Hansen ne ressort jamais. Au final, ce chalet, c'est peut-être juste une excuse pour amadouer les filles loin de la ville. Sauf que pendant ses recherches, il entend parler d'une histoire de cambriolage dans plusieurs cabanons de la région. Rien de très inquiétant en soi, mais qui sait, il y a peut-être une piste à creuser. Le sergent Floss file donc directement voir l'un des propriétaires, un chasseur qui s'est fait voler du matériel électronique. Alors déjà, l'homme s'étonne de le voir puisque la police a été d'aucune aide jusqu'à présent, étant donné que faute de moyens humains, les dossiers pour cambriolage sont mis en bas de la pile. Et donc entre temps, le chasseur et ses amis ont mené un peu leur propre enquête. Et c'est là où ça devient intéressant puisque apparemment le voleur venait toujours en avion. Et donc en menant leur propre enquête, ils ont décidé de faire tout le tour des aérodromes de la région avant de reconnaître le modèle précis qui venait les piller. Et en checkant les registres, ils ont découvert que cet avion Ouah, mais ce mec, c'est un GOAT. Il a juste utilisé son cerveau. C'est vraiment une masterclass. appartenait à un certain Robert Hansen. Robert rôde donc régulièrement dans la région et s'amuse à cambrioler des cabanons. En découvrant ça, Floss se demande donc comment ce gars qui cambriole des cabanons ne peut pas déjà avoir un casier judiciaire, et il se dit qu'il y a forcément un policier qui a déjà entendu parler de lui. Alors il a l'idée de contacter un ancien officier qui entre-temps a pris sa retraite, un certain Major Gilmour. Il a une très longue carrière derrière lui et c'est simple, en entendant le nom de Robert Hansen, il va se mettre à rire. Et s'il se marre, c'est parce qu'il sait que le gars a un casier judiciaire long comme le bras, aussi bien pour cambriolage que pour agression et tentative d'enlèvement avec une arme à feu. Le sergent Floss avait donc vu juste dès le début et avait vu que Kitty disait la vérité. Ce boulanger modèle que tout le monde apprécie cache en réalité un passé bien plus sombre. Et Floss est convaincu qu'il pourra enfin le faire tomber en rassemblant des éléments sur son passé criminel. Le problème, rappelez-vous, c'est qu'avec la restructuration des archives de la police, tout ce qui concerne Robert a été perdu. Floss a donc rien à se mettre sous la dent si ce n'est de simples cambriolages. Mais en étudiant en détail le dossier, il tique sur quelque chose. Il découvre que Robert a payé son avion actuel grâce à l'argent de son assurance, parce qu'il y a quelque temps, il a déclaré s'être fait voler quelques trophées de chasse. Et cette nouvelle, elle l'étonne un peu, puisqu'il sait bien que les policiers, pourtant chez lui, ils ont vu énormément de trophées de chasse.
chasse. Et de toute évidence, Robert en prend le plus grand soin. Il se demande donc s'il a pas menti sur ses vols pour monter une fraude à l'assurance et toucher un peu d'argent facile. Et avec ça, Floss peut maintenant présenter un dossier un peu plus solide au procureur. Là, c'est plus juste une personne qui l'accuse, c'est plusieurs témoins qui peuvent l'accuser pour des cambriolages, et avec en prime une suspicion de fraude à l'assurance qui peut être documentée. Ici, tout est traçable Il s'est fait niquer. et probable, et ça pourrait justifier une perquisition plus poussée qui permettrait peut-être de trouver de quoi le faire tomber pour meurtre. En tout cas, face à tout ça, le procureur accepte et délivre un mandat d'arrêt contre Robert. Une équipe part immédiatement en direction de sa Ouais, mais malheureusement, du coup, il n'y a pas tous ces vrais crimes. Après, je pense qu'il va peut-être les avouer, du coup, s'il fait ça. boulangerie où il travaille et l'interpelle sans accroc. Et comme d'hab, Robert est pas inquiet de voir la police débarquer, il pose aucune question et reste silencieux jusqu'au commissariat. Chez lui, les officiers peuvent enfin tout retourner de fond en comble. Chaque centimètre carré de la maison est scruté au peigne fin et la tâche est pas simple, parce que chez Robert, il y a énormément d'objets, de recoins et de zones de stockage. Et c'est encore pire dans le grenier où il y a des centaines de caisses superposées et où c'est carrément impossible de se Oh, ça fait bader cette image. tenir debout. Voilà, je vous Plus dis, de ça fait 14 bader. heures après le début des fouilles et après avoir vidé l'intégralité du grenier, les officiers se mettent à arracher toutes les lattes et toute la mousse isolante. Rien n'est laissé au hasard, au point où le sergent Floss se demande s'il est pas juste en train de devenir complètement fou à chercher des preuves qui existent juste pas. Il se dit que peut-être que Robert est bel et bien innocent et que sa réputation de boulanger tranquille et respecté est méritée. Mais ça, c'est avant que Floss sente enfin quelque chose à travers une latte, calfeutrée dans un mur difficile d'accès. Et en déblayant toutes les lattes, il comprend qu'il vient enfin de tomber sur le gros lot. La cage de Robert. C'est ici qu'il planque tout. Cliquez pour découvrir. Oh, Amazon, tu me casses les couilles. Ouais, franchement, dans la vidéo, les masterclass. Et le squeeze. Des armes, dont sa favorite qui correspond parfaitement au calibre 223 trouvé sur les corps, mais aussi des cartes aéronautiques qui retracent plusieurs trajets qu'il a effectués dans la région, proche de là où certains corps ont été retrouvés. Et mieux encore, Oh, le il est dans la Graal, des merde. bijoux et des unes de journaux qui parlent de disparition de femmes dans la région. C'est la cache parfaite d'un tueur en série. L'arme donc, un Mini 14, est mise sous scellé puis envoyée à un labo du FBI à Washington. Et là, tout va très vite, le FBI confirme qu'il n'y a aucun doute, c'est bien l'arme retrouvée chez Robert qui a tiré les balles retrouvées près des corps de la région. Mais malgré ça, le procureur en charge de l'affaire refuse toujours d'inculper Robert pour meurtre. Selon lui, certes, l'arme retrouvée chez lui est liée au corps, mais rien ne prouve que c'est lui qui l'a utilisée et que c'est lui qui a tué ses femmes. Selon lui, peut-être qu'il couvre quelqu'un ou qu'il a des complices, en tout cas, selon lui, le dossier est trop maigre. Il sera donc accusé de kidnapping et de viol, mais toujours pas de meurtre. Cette nouvelle, elle fait mal à Floss, qui est épuisé, mais qui reste déterminé malgré tout à coincer Robert. C'était pas remis en question, ce mec? Genre... Jour après jour, il analyse minutieusement tous les documents que la police a récupérés dans ce grenier. C'est une tâche énorme tant il y a de dossiers à parcourir, mais dans l'eau il retrouve quelque chose de très intéressant, une carte aéronautique qui comporte 24 marques. Beaucoup sont placés le long de la rivière Knik, là où Robert avait l'habitude de chasser, sauf que c'est aussi là où ont été retrouvés beaucoup de corps. Et d'ailleurs certaines de ces marques coïncident parfaitement avec certaines des tombes de fortune retrouvées par les policiers. Pour Floss, pas de doute, c'est 24 marques, c'est 24 corps. Sauf qu'on est en plein hiver et malheureusement pour la police c'est impossible d'aller sur place et encore moins de retrouver des corps. Le seul moyen qu'ils ont à disposition c'est de mettre la pression sur Robert et de tenter de le faire avouer. Ils ont l'arme, les balles, la carte, les témoignages de toutes les femmes qui ont réussi à lui échapper, faut juste réussir à le faire parler maintenant. Et en voyant tous ces éléments, c'est finalement l'avocat de Robert qui va faire avancer les choses. Robert plaidera coupable pour le meurtre de 4 des femmes s'il a la garantie d'être emprisonné dans une prison fédérale et pas une prison de haute sécurité. Les policiers acceptent sans se douter de ce qui les attend. Robert est désormais officiellement Rien que ça, les gars, vous savez qu'il vient d'avouer? Enfin... reconnu comme un meurtrier. Il a donc plus rien à perdre. Alors il accepte enfin de se livrer. Un à un, il indique avec précision les corps qu'il a enterrés. Il connaît les emplacements par cœur avec une précision déroutante. Il a tout gardé en tête pendant plus de 10 ans sans la moindre erreur. Au total, Robert marque plus de 16 sites sur toutes ses cartes. Mais le plus choquant pour les policiers, c'est pas l'ampleur de son massacre, c'est la façon dont il en parle. Ils considèrent pas ça comme des meurtres, mais comme un projet estival. Et il y a pire, parce que dans la logique tortueuse de Robert, c'est pas si grave de tuer des prostituées. C'est pour ça qu'il avoue tous les emplacements. Mais il en reste 4 dont il refuse de parler. Il dira rien à leur sujet et révélera jamais leur position exacte. Alors sur le moment les policiers comprennent pas, et puis peu à peu ils réalisent que Robert a sûrement dû tuer d'autres femmes que des prostituées. Et celles-ci, Robert, il a honte de les avoir tuées. Dans sa psychologie tordue, il refuse donc d'admettre leur meurtre. Le 27 février 1984, Robert passe enfin devant les jurés pour répondre de ses crimes. On l'accuse des 4 meurtres qu'il a avoués, ainsi que de tous les viols et enlèvements qu'il a commis sur plus de 10 ans.
La cour tout entière est terrifiée en entendant le docteur en charge des autopsies prendre la parole. Comme d'autres officiers de police, il est convaincu que Robert a littéralement chassé une grande partie de ses victimes. Il est convaincu que pour lui, c'était même plus une question de gratification sexuelle, mais bien d'une question de toute puissance. Robert prenait revanche sur la vie en chassant des femmes qu'il ne considérait même plus comme humaines. Lui qui voulait laver son nom et repartir à zéro est devenu en réalité le tueur en série le plus meurtrier de toute l'histoire de l'Alaska. Sans surprise, le tribunal le condamne à une peine exemplaire de 461 années de prison, à laquelle s'ajoute une condamnation à vie, histoire de bien s'assurer qu'il meurt derrière les barreaux, loin de la société. À Anchorage, c'est un soulagement pour tout le monde et encore plus pour les familles des victimes. Et d'ailleurs, l'affaire a eu un tel impact là-bas que beaucoup de gens ont milité ensuite pour un retour de la peine de mort. 2 mois après le procès, avec la fonte des neiges, plein de policiers sont dépêchés dans la région à la recherche de corps, et les indications de Robert s'avèrent exactes. On retrouve 7 corps supplémentaires de femmes enterrées, là où Robert les avait précisément marqués sur la carte. Certains de ces corps étaient enterrés depuis plusieurs années, voire plus de 10 ans, et il a pourtant tout gardé en mémoire. Il se rappelle de chaque meurtre en détail, de chacune de ses parties de chasse, et de chaque tombe de fortune qu'il a creusée dans cette région désertique. Alors si le sergent Floss est évidemment très soulagé d'avoir réussi à coincer Robert, il est malgré tout affecté par le fait de ne pas réussir à retrouver tous les corps. Il sait que Robert a pas tout avoué et qu'il n'arrivera pas à retrouver des corps sans son assistance, puisque la région est beaucoup trop vaste et trop difficile d'accès pour mener des fouilles concluantes. Robert meurt finalement derrière les barreaux en 2014, 30 ans après sa condamnation, et le sergent Floss, qui était toujours en vie à ce moment-là, a déclaré à la presse que le monde est un endroit bien plus agréable depuis que Robert l'a quitté. Sérieux. Bon, alors, je sais pas si vous regardez encore pour certains genres de tissus. Je ne réacterai pas maintenant pour une seule et bonne raison. C'est que j'ai un mental qui me sert de caméra. Du coup, voilà, my bad, je le ferai prochain stream. Ah, c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai vraiment pas le choix en fait. C'est soit ça, soit bah. Pas de cam quoi. Mais du coup, c'est mieux de faire un essai de ne pas rester calme. Du coup, moi je vous dis bye bye la rediff, c'était Lomiko. Bonne toi en fait. Et surtout à ma chaîne principale, Lomiko.